Dans la période de 1991 à 1997, Paris est plongé dans l'horreur. Le violeur et tueur en série Guy Georges, aux multiples surnoms tels que le tueur de l'Est parisien, la bête de la Bastille ou encore SK1 qui signifie Serial Killer numéro 1, sévit dans la capitale et agresse 21 femmes dont 7 seront tuées. Retour sur le cas Guy Georges. Hello, moi c'est Marion CTD et bienvenue sur cette chaîne. Et pour cette première vidéo True Crime, on va commencer par une affaire française et vous allez comprendre plus tard dans la vidéo pourquoi j'ai voulu commencer par l'affaire de Guy Georges. Mais bref, passons. Avant de parler de ces crimes, on va replonger dans son enfance. Guy Georges, de son naissance Guy Rampillon, est né le 15 octobre 1962 à Vitry-le-François. Et malheureusement, son enfance ne sera pas toute rose. Déjà avant sa conception, on va dire, sa mère, Hélène Rampillon, qui travaillait au bouchon dans des bars, avait eu une aventure hors mariage avec un soldat noir américain du nom de George Cartwright. Il était quant à lui cuisinier sur la base américaine de l'OTAN de Marly-le-Roi. Lorsque les parents de Guy Rampillon se fréquentaient, George Cartwright, mon anglais il est pourri, George Cartwright n'était que de passage en France et Hélène apprendra plus tard qu'il était en réalité déjà marié aux États-Unis. Il retourna donc dans son pays d'origine et laissa Hélène seule avec cet enfant. Mais malheureusement pour lui, Hélène ainsi que ses parents refuseront de l'élever sous prétexte qu'il était conçu hors mariage et que sa couleur de peau était dite trop foncée pour eux. Pourtant, un an avant la naissance de Guy, naît un premier enfant du nom de Stéphane, issu d'un père inconnu. Même si cette naissance était elle aussi conçue d'une aventure hors mariage, les parents d'Hélène accepteront le garçon et même l'élèveront. Peu après la naissance de son deuxième enfant, Hélène et son premier fils partent vivre en Californie et abandonneront donc le bébé qui sera confié à des nourrices que Hélène ne paiera jamais, puis placé à la DAS qui le confieront à la famille Morin. Cette famille avait 7 enfants naturels et une dizaine d'enfants adoptifs. Guy Rampillon est assez solitaire et malheureusement il ne pourra pas être adopté pour le moment car sa mère, Hélène Rampillon, n'a signé aucun papier attestant de son abandon. Il lui fallut attendre presque ses 6 ans pour que la DAS le considère comme pupille de la nation, ce qui signifie que c'est une adoption de la nation pour tout enfant âgé de moins de 21 ans. Et c'est en 1968 que Guy Rampillon devient Guy Georges en remplaçant son nom de famille Rampillon par le patronyme de son père qui est Georges. À l'école, il n'est pas très travailleur et redoublera même son CM1. Il entrera ensuite en 6e de transition, donc ce sont des classes qui ont été établies pour les élèves les plus en difficulté durant le cycle élémentaire, au collège Notre-Dame dans le Maine-et-Loire. C'est à seulement 14 ans que Guy Georges montre des signes de violence aggravés en essayant d'étrangler l'une de ses sœurs de lait, Roselyne de Ruineau, mais sa famille adoptive passera ça sous silence sur les conseils du docteur Langereau. Plus d'un an est passé et Guy Georges récidive de nouveau en agressant une autre de ses sœurs de lait, Christiane, en essayant également de l'étrangler, mais cette fois-ci avec un pied de tabouret en fer. C'est suite à cette nouvelle pulsion que Guy Georges fut renvoyé de chez sa famille d'accueil et sera alors placé dans un foyer spécialisé pour les jeunes en difficulté, dans lequel il fuguera à de nombreuses reprises et se tournera même vers la délinquance. En février 1979, Guy Georges agresse de nouveau une jeune fille du nom de Pascal à sa descente du bus. Il la suivit jusque dans les bois, la raquetta et essaya de l'étrangler elle aussi, mais elle se mit à crier, ce qui fit fuir Guy Georges. Bien heureusement, la police est arrivée moins de 3 heures après son agression et il sera placé en détention provisoire, mais sera relâché seulement une semaine après celle-ci. L'année qui a suivi, il recommença en agressant 2 jeunes femmes, Jocelyne, 24 ans, qui rentrait chez elle le soir. Il lui vola son sac et la frappa au visage alors qu'elle essayait de se défendre. Et 10 jours plus tard, Roselyne, 33 ans, il lui vola son sac également, mais malheureusement elle se fit poignarder à la joue. Heureusement, un témoin qui était dans le coin le reconnaît et il se fera arrêter par la police et sera condamné à 1 an d'emprisonnement à la prison d'Angers. Moins d'1 an après son incarcération, en 1981, il est alors libre et repart vivre dans son foyer à Angers. Malheureusement, il commet le vol de 20 000 francs avec son frère adoptif et utilisera cet argent pour partir vivre à Paris. À Paris, Guy Georges commencera une formation de cuisinier et commencera également à se prostituer auprès de la gente masculine pour arrondir ses fins de mois, mais n'est pas homosexuel d'après ses dires. Durant cette même année, en 81, Guy Georges commença par de petits délits tels que le vol, mais à la fin de cette année-là, à seulement 19 ans, il s'attaqua de nouvelle fois à une jeune fille du nom de Nathalie David, 18 ans, qui était enceinte à ce moment-là et qui avait rendez-vous chez son médecin, justement parce qu'elle pensait être enceinte, ce qui était le cas. Elle se retrouve dans le hall face à 2 ascenseurs.
un ascenseur rempli de monde et un ascenseur où seul un seul homme se trouvait, qui était Guy Georges. Et malheureusement, c'est cet ascenseur-là qu'elle choisira pour descendre au parking. C'est alors que Guy Georges commençait à la frapper et une fois rendu au parking, il lui demanda de faire une banana, pour pas dire le mot, mais vu qu'elle ne le faisait pas comme il l'entendait, il lui donnera un coup de couteau au niveau du ventre et elle le suppliera d'arrêter puisqu'elle attend un bébé, mais ça ne l'arrêtera pas. Il la violera après avoir découpé ses vêtements à l'aide de son couteau et lui plantera la gorge avant de la laisser pour morte. Heureusement, cette dernière et son bébé survivront grâce à une opération qui durera 4 heures et elle lui donnera naissance le 24 juillet 1982 et l'appellera Séverine. Malheureusement, Guy Georges ne sera pas incarcéré pour cette agression et la justice classera l'affaire sans suite. D'ailleurs, je pense faire une vidéo complète sur ce qui s'est passé avec cette victime parce que c'était tellement aberrant, elle a témoigné sur ce qui s'est passé de son agression, la justice, etc. machin, donc j'en ferai une vidéo complète pour la semaine prochaine. En 1982, Guy Georges se fera arrêter pour une affaire de vol et prendra 5 mois de prison. À la sortie de celle-ci, seulement 8 jours après, il agressera de nouveau une femme du nom de Violette dans un parking souterrain alors qu'elle rentrait chez elle. Il tentera de l'obliger à lui faire elle aussi une banana, mais celle-ci le repoussera et c'est alors qu'il lui infligera 2 coups de couteau à la gorge. Il tentera ensuite de l'étrangler, mais elle le repoussa avec ses pieds et réussira à partir. C'est un agent de sécurité alerté par ses cris qui lâchera son chien sur l'agresseur et ce même chien réussira à lui arracher sa sacoche contenant son autorisation de sortie de la prison de Fleury-Mérogis. Moins d'1 an après les faits, Guy Georges se fera condamner à 18 mois de prison pour les faits attentat à la pudeur commis avec violence. À Nancy, le 27 février 1984, il obtient une permission de sortie et dès le soir même, il s'attaque à Pascal Nix dans sa voiture. Il la forcera à lui faire une banana sous la menace de son couteau, il la bâillonnera et la ligotera dans le but de la violer. Mais celle-ci réussira à se libérer et partira en courant. Guy Georges, voyant une voiture approcher dans le parking, le fit fuir. Le soir même, il est inculpé pour viol commis sous la menace d'une arme et durant son procès en 85, il sera défendu par Jean-Pierre Morin et sera condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Mais ça ne l'arrêtera pas pour autant puisque par la suite, il deviendra le tueur en série que l'on surnommera le tueur de l'Est parisien. Le 18 janvier 1991, Guy Georges est en semi-liberté. Il devait se présenter à la prison de Caen dont il dépend, mais ses pulsions reprennent et il décide de partir pour Paris. Et cette fois-ci, il ne prendra pas le risque de laisser une victime en vie et il va commettre son premier meurtre. Durant la nuit du 24 au 25 janvier de la même année, il aperçoit Pascal Escarfaille, une étudiante de 19 ans qui était à la terrasse d'un café. Il décida de la suivre jusque chez elle dans un immeuble se trouvant dans la rue de l'Ambre et entra chez elle de force, la violera et la poignardera à la gorge à 3 reprises. C'est son petit ami Guillaume Reboul, qui n'avait pas de nouvelles de sa compagne depuis plusieurs jours, appellera la police et ensemble se rendront à son domicile. Les policiers défonceront la porte de son appartement et en ressortiront le visage livide. Et ils demanderont à son compagnon « Est-ce qu'elle avait des tendances suicidaires ?» Les inspecteurs de la criminelle seront donc appelés. Ils rentreront dans l'appartement et découvriront une victime dénudée, égorgée, enfin quand je dis égorgée c'est 3 coups de couteau à la gorge, et des traces de sang seront retrouvées sur le mur, montrant à quel point l'acte a été d'une violence inouïe, et les vêtements de la victime seront retrouvés découpés par un couteau. Donc au niveau de son soutien-gorge, il était coupé entre les 2 poignets comme ça, et le pantalon de la victime sera retrouvé découpé en forme de Z. Les enquêteurs n'ayant pas vu de traces d'effraction penseront dans un premier temps que soit elle a été forcée d'ouvrir sa porte ou soit qu'elle connaissait son agresseur. Et du coup, ils penseront que c'était peut-être un crime passionnel et le petit ami de cette dernière sera donc soupçonné. Son domicile sera alors perquisitionné et il sera retrouvé une feuille de papier tapée à la machine à écrire ressemblant à un brouillon d'un roman policier. Et comme par hasard et malheureusement pour lui, y est écrit la description approximative de la scène de crime qui a réellement eu lieu. Ce qui est une preuve accablante pour les enquêteurs, mais Guillaume Reboul s'était en fait inspiré du style d'écriture de l'écrivain Boris Vian, qui n'était pas que écrivain d'ailleurs, mais qui avait tendance à avoir une écriture autour de la violence dans certaines de ses œuvres, mais étant un indice assez compromettant, il sera donc placé en garde à vue. Durant 24 heures, il sera questionné et aiguillé sur de mauvaises informations pour vérifier s'il disait la vérité ou non. Par exemple, avant son interrogatoire, on lui avait dit qu'elle avait été poignardée dans le dos et lors de son interrogatoire, on lui avait dit qu'elle était égorgée. Donc lui, il dit « bah non, elle s'est fait poignarder dans le dos » puisque c'est ce qui lui avait été dit précédemment.
Mais il se fit écarter de la liste des suspects puisque de toute façon il avait un alibi prouvant son innocence qui était que le soir du meurtre, il mangeait avec un ami chez son frère, donc ça ne pouvait pas être lui, de toute façon ça a été confirmé par ces derniers. L'enquête repart donc à zéro, mais les enquêteurs se sont rendus compte d'un point, c'est que la porte de l'immeuble dans lequel habite la victime met exactement 12 secondes avant de se refermer complètement. Ce qui veut dire que l'auteur des faits a pu justement réussir à se glisser à l'intérieur de l'immeuble, vu la lenteur de la porte, mais n'ayant plus aucune piste où chercher, ils sont sûrs d'un point, c'est que le seul moyen de le retrouver, c'est qu'il récidive de nouveau. Près d'un mois après le meurtre de Pascal Escarfaille, il se livre à la police, mais pas par rapport à son meurtre bien sûr, mais par rapport à son évasion de prison et du coup sera condamné à 8 mois de prison supplémentaires. Après sa libération le 4 avril 1992, il tente de récidiver en agressant Éléonore dans un hall d'immeuble, mais cette dernière parvient à s'échapper et à prévenir les forces de l'ordre. Il sera donc arrêté et sera condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. 2 ans sont passés depuis son premier meurtre et il récidivera en assassinant Catherine Rocher, dite Cathy, 27 ans, le 7 janvier 1994. Elle sera découverte égorgée dans un parking souterrain où elle avait l'habitude de garer sa voiture par son employeur qui a été inquiet de ne pas la voir à son bureau depuis 2 jours. Et ne répondant pas à ses appels, il décidera de se rendre à son domicile, mais n'ayant toujours pas de réponse, il descendit au garage pour vérifier la présence de sa voiture. Malheureusement, Catherine Rocher fut découverte dénudée avec le pantalon découpé de la même façon que celui de Pascal Escarfaille. Elle était entre le siège avant et le siège arrière de sa voiture. Elle a également été violée et aura essayé de se débattre au vu de ses ongles cassés, mais aucun indice de l'assassin ne sera laissé. Après une enquête de voisinage, un voisin précise que le soir des faits, avant l'agression de la victime, il y vit un homme dans le garage type européen dont un portrait robot sera fait. L'homme en question a environ la cinquantaine, grand et moustachu, avec le crâne légèrement dégarni. Durant plus d'1 an, les enquêteurs travailleront sur ce portrait robot. Ils procéderont à plusieurs interpellations et mises en garde à vue en vain. Guy Georges agressera quelques jours plus tard Annie Le Fléouté, une animatrice radio travaillant pour Radio Nostalgie sous le porche du logement où elle réside. En fin de cette même année, il assassine Elsa Benadi, 22 ans, également dans un parking souterrain de sa résidence. Son corps sera découvert par son frère Bruno Benadi, qui, ne sachant pas si elle était toujours en vie, l'appela, la toucha, mais pas de réaction de sa part et c'est en touchant sa main bleue et glaciale qu'il se renda compte que c'était trop tard. Elle était également entre le siège avant et arrière de son véhicule mais n'était pas complètement déshabillée. La police constatera qu'elle a été violée avant d'être égorgée. Se rendant compte de la similitude avec le meurtre de Catherine Rocher, l'enquête sera confiée au même groupe d'inspecteurs de police criminelle qui avait travaillé sur son meurtre. Les vêtements de Elsa Benadi ont été découpés de la même façon que sa victime précédente avec le pantalon découpé en forme de Z, mais la brigade criminelle ne feront pas le lien avec le meurtre de Pascal Escarfaille fait en appartement puisqu'à ce moment, les enquêteurs n'avaient pas les détails de la découverte de son cadavre où était stipulée la découpe des vêtements. Sur cette scène de crime, une trace de sang qui n'appartenait pas à la victime est retrouvée sur un programme de théâtre se trouvant sur le siège arrière. Cette tache de sang pouvant potentiellement appartenir à celle du tueur sera analysée et donnera un profil génétique dont le code ADN sera comparé à celle d'un potentiel suspect. 1 mois plus tard, dans la nuit du 9 au 10 décembre 1994, Guy Georges égorgera une architecte hollandaise du nom de Agnès Niekamp, 33 ans, à son domicile. Guy Georges la repère dans un bar de la Bastille où elle prenait un verre avec une amie. Ayant flashé sur elle, il décide que ce sera sa prochaine victime et la suit lorsqu'elle rentrera à pied chez elle. Une fois réussi à rentrer dans son immeuble, il n'a pas eu le temps de rentrer avec elle dans son appartement, car elle avait déjà refermé sa porte. Il décidera de l'attendre dans le noir et une demi-heure plus tard, il entend un téléphone sonner à l'intérieur de son appartement. Il colle son oreille contre la porte et entend qu'il est question d'une soirée dans un restaurant, et entend la jeune femme dire « J'arrive ». Et à peine elle commence à sortir de son domicile que Guy Georges saute sur elle, la repousse à l'intérieur et ferme la porte. Il lui mettra un sparadrap sur la bouche, découpera ses vêtements, la violera et l'égorgera. La brigade criminelle qui s'occupe des meurtres faits dans les appartements remarqueront une similitude avec le meurtre de Pascal Escarfaille. Mais cette fois-ci, le tueur aura laissé des traces ADN de sperme sur le corps de sa victime. Le 16 juin 1995, il tentera d'ôter la vie de Elisabeth Ortega, 23 ans. Alors par contre, j'ai aucune photo d'Elisabeth Ortega, je pense qu'elle a voulu rester anonyme parce que introuvable. Mais bon, on reprend. Elle était en train de rentrer chez elle après une sortie en boîte de nuit à Paris et au moment où elle pousse la porte d'entrée de son immeuble, Guy Georges, qui était derrière elle,
la menace d'un couteau pour rentrer à l'intérieur de son petit duplex. Une fois à l'intérieur, il dit être soi-disant en cavale et cherche juste un endroit où se reposer, mais il la bâillonnera et attachera ses mains dans son dos avec du sparadrap. Il l'obligera à se mettre sur le ventre sur son lit, mais juste avant de passer à l'acte, il se rend compte qu'il y a une petite lumière allumée en haut, mais lui il va être dans l'obscurité la plus totale, il veut pas que cette petite lumière puisse attirer l'attention. Donc, durant les quelques petites secondes où Guy Georges monte les escaliers pour éteindre la lumière, Elisabeth Ortega réussit à défaire ses liens et saute par la fenêtre. Elle était au rez-de-chaussée, donc du coup elle n'a pas eu de blessure, elle se retrouve dans la cour de son immeuble. Guy Georges le remarque et il se met à courir après elle, mais heureusement elle réussit à trouver un bar qui est encore ouvert et sera donc sauvée. L'agression durera 45 minutes, durant lesquelles il fumera des cigarettes de la marque Winston. Un mégot d'ailleurs de celle-ci sera retrouvé dans le cendrier, laissant une trace ADN de la salive de l'agresseur. Un portrait robot également de son agresseur sera alors établi suite aux descriptions physiques faites par la victime rescapée. Elle le décrira comme quelqu'un avec un teint marbré, un teint ni basané ni blanc, mais représenté comme quelqu'un potentiellement de type maghrébin. Et ce portrait robot sera fait mais ne ressemblera pas du tout à Guy Georges. Helen Fricking, 27 ans, fut la prochaine victime du tueur le 8 juillet 1995. Elle sera retrouvée égorgée à son domicile et les enquêteurs retrouveront une trace ADN, c'est-à-dire le sperme du tueur et une empreinte de pied ensanglanté provenant d'un pied égyptien. Oui, parce que les enquêteurs, ils ont confondu le nom pied grec, qui est en fait un pied dont le deuxième orteil est plus grand que le premier, donc le gros orteil, et un pied égyptien, c'est le premier orteil, donc le gros orteil, qui est plus grand que tous les autres. Et donc du coup, sur le dossier, ils ont marqué pied égyptien alors que c'était un pied grec. Les similitudes sont flagrantes entre le meurtre de Pascal Escarfaille et celui de Agnès Nieschkamp. C'est d'ailleurs après celui-ci qu'ils ont la certitude qu'ils font face à un tueur en série. Le soutien-gorge étant à chaque fois découpé par un opinel numéro 12 en son centre, donc entre les deux bonnets, et le pantalon toujours découpé au couteau en forme de Z. Elles sont également toutes les deux violées et tuées dans leurs appartements. Même si l'affaire de Agnès Nieschkamp et de Elsa Benadi ne se ressemble pas vraiment au niveau de l'endroit où a été retrouvé leur corps, parking, appartement, les enquêteurs décident quand même de comparer l'ADN donc retrouvé sur le corps de Agnès Nieschkamp avec la tache de sang retrouvée dans la voiture de Elsa Benadi, mais ça correspond pas, donc les enquêteurs pensent qu'ils font face à deux tueurs, un tueur des parkings et un tueur des appartements. Pour le moment, ils ont que quelques preuves. Le portrait robot qui a été fait par Elisabeth Ortega, une empreinte de pied égyptien, ensanglanté et 3 traces ADN, c'est-à-dire le sperme retrouvé sur le corps de Agnès Nieschkamp et d'Helen Fricking et la salive du mégot de cigarette. À ce moment-là, l'ADN sera baptisé SK pour Serial Killer. Désolée pour mon anglais. C'est d'ailleurs après le meurtre de Helen Fricking que le tueur de l'Est parisien fait la une des médias. Le 25 août 1995, Guy Georges tente de nouveau d'agresser une femme, Mélanie Bakou, dont je n'ai toujours pas de photo. Il la suit chez elle dans le 3e arrondissement de Paris, monte l'escalier derrière elle et l'agresse devant sa porte. Mais dans l'appartement de celle-ci se trouve son petit ami qui fait fuir Guy Georges. Dans sa course, ce dernier fait tomber son portefeuille contenant ses papiers d'identité, ce qui a pour conséquence son arrestation et son placement en détention provisoire pour agression sexuelle et sera condamné à 30 mois de prison. Alors je pense que la partie qui arrive, ça va vous foutre un peu les L'équipe du commandant Pellegrin qui travaille sur les affaires des meurtres commis dans les parkings décide d'entendre tous les criminels et délinquants sexuels qui ont sévi récemment dans Paris et c'est donc que Guy Georges, qui lui je vous rappelle était condamné à ce moment-là, était dans sa prison, décide de se faire extraire de celle-ci en septembre 95 pour se faire entendre. Dans le doute, ils vont quand même prélever du sang de Guy Georges pour le comparer à la tache de sang retrouvée dans la voiture de Elsa Benadi. D'ailleurs, il faut savoir que les enquêteurs qui auparavant travaillaient sur l'affaire de Catherine Rocher et de Elsa Benadi, donc les parkings, s'étaient déjà intéressés à Guy Georges, parce que donc déjà il était connu en tant qu'agresseur sexuel, mais que en plus de ça, il habitait dans le 12e arrondissement, donc proche de Catherine Rocher. Mais bon, les résultats de la comparaison d'ADN au niveau du sang tombe et c'est négatif. Ensuite, il est remis au commandant Gérald Sanderson qui lui s'occupe des meurtres commis en appartement par le même style d'individu et en plus de ça, il a une témoin, Elisabeth Ortega. Les pieds de Guy Georges seront également observés et ils constateront qu'il n'a pas les pieds égyptiens comme indiqué dans le dossier et de toute façon il ne se fait pas reconnaître par la victime rescapée Elisabeth Ortega et du coup il évite l'autre comparaison ADN qui pourtant aurait pu prouver que c'était bel et bien lui le tueur
et qui aurait évité les 2 futurs meurtres. Relâché, il s'introduit chez Estelle Fouque et tente de la violer en vain. Elle le fit fuir de par ses cris. Malheureusement, 2 mois plus tard, il s'en prend le 23 septembre 1997 à Magali Sirotti, une étudiante de 19 ans qui sera violée et poignardée à la gorge dans son appartement après avoir été ligotée, mais cette fois-ci, il sera prudent et ne laissera pas de traces ADN. C'est le fiancé de cette dernière qui la découvrira et préviendra immédiatement la police, cette dernière allant se marier prochainement. Une fois rendu sur les lieux, voyant le mode opératoire, les enquêteurs comprennent. C'est le même homme, il a recommencé. Les policiers ont expliqué en famille qu'il s'agit d'un tueur en série, mais leur demandent explicitement de ne pas en parler. Malheureusement, le journal Le Parisien reçoit un appel de la famille d'Hélène Fricking et leur explique qu'ils ont remarqué des similitudes entre le meurtre de leur fille avec celui d'autres victimes. Le journal fouille alors dans leurs archives pour vérifier leurs dires et en effet, il remarque des similitudes. Mais comprenant que la publication qu'un tueur en série court les rues pouvait entraver l'enquête, Le Parisien décide de ne rien publier dans leurs journaux. J'ai commencé à filmer cette vidéo, on était en janvier, il faisait froid, et en réalité je fais la deuxième partie en juin, il fait chaud, je bouillonne. 1 mois plus tard, Guy Georges s'attaqua à Valérie Lausanne, mais heureusement il la laissera en vie. Le nom du tueur de l'Est parisien changera dans les médias pour la bête de la Bastille après le meurtre d'Estelle Magde, 25 ans, le 15 novembre 1997, 5 jours après ma naissance. Non, c'est horrible de parler de naissance après une mort. À son domicile, qu'il a violé, découpé ses vêtements et égorgé à base de coups de couteau également dans la gorge. Ce sont ses parents, voyant qu'elle ne répondait pas à leurs appels et ayant un double des clés, se sont rendus chez elle et découvriront leur fille dénudée et égorgée. Un sac sera découvert contenant un sweatshirt gris de taille XXL ensanglanté. L'ADN sera analysé et confirmé comme étant celui du même tueur que celui des victimes tuées dans leurs appartements. Après ce 7e meurtre, Le Parisien décide enfin de publier, dû à son devoir d'informer et en même temps de prévenir de potentielles futures victimes. Et le juge-t-il, ne gérant pas cette situation, décide au passage de publier le portrait robot du suspect. Ce même juge expliquera plus tard que si la France avait possédé à l'époque un fichier contenant les empreintes génétiques des délinquants sexuels, Guy Georges aurait pu être arrêté dès 1995 et du coup ce qui aurait pu éviter le meurtre de Magali Sirotti et de Estelle Magde. En janvier 1998, la Crime diffuse dans la presse le sweatshirt gris taille XXL en demandant à la population d'appeler les autorités s'ils connaissent quelqu'un qui possède ce genre de sweat, ce qui montre bien en fait qu'ils galèrent à résoudre l'enquête parce que déjà ils ont même pas de fichier d'empreintes génétiques, ils n'ont pas non plus d'outils de regroupement donc génétique, ADN, etc. parce que c'est éparpillé aux 4 coins de la France et dans les tribunaux, et ils n'ont pas non plus de notion de psychologie des tueurs en série, donc en fait ils savent pas comment ils pensent dans leur tête, comment ils agissent, leur mode opératoire, ils connaissent rien de tout ça. Les forces de l'ordre n'en peuvent plus et du coup le juge-t-il décide de saisir tous les laboratoires pour faire des comparaisons ADN avec l'ADN SK, ce qui a d'ailleurs outré la capitale car bon c'est vrai à l'époque en fait t'avais pas le droit de faire des comparaisons ADN, c'était un peu contourner la loi. Mais au final, c'est le laboratoire de génétique moléculaire du CHU de Nantes qui procédera à cette comparaison ADN. Ça prendra par contre grave du temps parce qu'il faut savoir que les fichiers d'empreintes génétiques, ça n'existe pas. Et du coup, le docteur Pascal, il expliquera même que tous les dossiers sont conservés individuellement dans une pochette. Faudra donc les ressortir un par un, lire les chiffres du code génétique inscrit pour le comparer à celui de la personne recherchée, donc du fameux SK, et recommencer jusqu'à ce que les chiffres du code génétique soient les mêmes. Et c'est le 24 mars 1998 que l'ADN inconnu fut identifié comme celle de Guy Georges. Parce que je vous rappelle quand en 95 il avait été sorti de sa prison pour faire des comparaisons ADN avec la tache de sang retrouvée sur la scène de crime de Elsa Benadi, au passage son ADN avait été prélevé. Et le docteur Pascal annoncera, donc en plus d'avoir annoncé qu'il avait réussi à identifier l'ADN, il annoncera à Martine Monteil, qui est la chef de la brigade criminelle qui s'occupe des meurtres commis en appartement. D'ailleurs Martine Monteil c'est la première femme à être chef d'une brigade criminelle en France. Et il annoncera aussi au juge-t-il, qui lui il avait déjà compris c'était quoi l'annonce, que Guy Georges était déjà passé au service en 95. Vous vous souvenez quand je vous avais dit qu'il l'avait sorti de sa prison là pour l'auditionner et lui faire les comparaisons, en fait techniquement depuis 95 ils auraient pu le tenir quoi. Une
Une photo de Guy Georges sera alors distribuée par la brigade criminelle à tous les policiers de France et des renforts seront alors déployés. Ils mettront au courant les gares et les aéroports. Ils feront aussi une liste de points où le tueur pourrait potentiellement se trouver. Les familles des victimes ont été prévenues de l'identification du tueur, mais elles ont l'interdiction d'en parler à qui que ce soit puisque justement ils sont en train de le rechercher activement. Mais la presse, elle a bien vu, elle, que la brigade criminelle était pas mal agitée en ce moment et donc ils ont bien compris que le tueur a été identifié. Mais la brigade criminelle fait tout pour éviter les fuites et puis maintenir la presse tranquille sans publication, puisque si ça venait aux oreilles de Guy Georges que la brigade criminelle connaissait son identité, il pourrait tenter de s'échapper. Malheureusement, le 26 mars 98, à 7h01 précisément, les informations tombent. Forcément, quand ces informations tombent, les enquêteurs ils sont pas très contents comme je vous ai dit, parce que si le tueur en série est au courant qu'il est recherché, il pourrait prendre la fuite. Mais dans la même journée, à 12h45, 2 fonctionnaires de la DPJ de Paris, qui est la 2e division de police judiciaire à Paris, qui étaient en planque à ce moment-là, mais pour une toute autre enquête, rien à voir avec Guy Georges, ont vu un individu sortir de métro blanche ressemblant étrangement à l'homme recherché. Donc ils ont alors sorti la photo de Guy Georges et ils l'ont reconnu immédiatement et c'est alors qu'ils ont procédé à son arrestation. Guy Georges sera arrêté à l'âge de 35 ans au Monoprix de la Place Blanche le 26 mars 1998. Pour en revenir à ces 2 fonctionnaires de la DPJ de Paris, c'est en discutant avec mon grand-père qu'il m'a appris que ces 2 fonctionnaires en question étaient ses collègues à cette époque, que c'est-à-dire qu'ils travaillaient dans la même division ensemble lors de l'arrestation de Guy Georges. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler de cette première affaire, parce que du coup mon grand-père a pu un petit peu m'aiguiller sur certaines choses que je ne savais pas. Mais bref, il est amené 36 quai des Orfèvres, qui était à cette époque l'endroit où se trouvait la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris. Ça fait beaucoup de pays. Il est amené devant le juge Thiel qui lui demande s'il est bien Guy Georges, ce à quoi il acquiescera, et demandera pourquoi il se retrouve ici, qu'il ne comprend pas, qu'il est innocent, donc le juge lui rappelle son viol qu'il avait commis sur Pascal Nix en 84 et d'autres faits qu'il avait commis. Et le meurtrier dira qu'il a déjà payé et le juge explique que oui, mais qu'il vient pour le solde et que le solde s'appelle Agnès Nischkamp, Hélène Frinkins, etc., etc. Et là, les yeux de Guy Georges se sont mis à révulser et il commença à tomber en arrière, rattrapé par le juge qui demanda à ce qu'on l'amène se faire recoudre la plaie qu'il s'était faite à la tête suite à son interpellation musclée. Cher. Il se fait dans un premier temps interroger par le juge d'instruction Thiel, assisté par un avocat, mais ni connaître les victimes, ni connaître leur adresse, en fait il nie tout, même après avoir été confronté avec ses empreintes génétiques. Mais c'est le lendemain de son arrestation que le capitaine de police, Francis Bécher, sera le premier à le faire avouer, et pour ça il a fait en sorte que Guy Georges n'ait pas l'impression qu'il vient tout juste d'être arrêté, qu'il est l'ennemi public numéro 1. Non, à la place il va mettre un fond de musique jazz, il va lui offrir un whisky et il va converser avec Guy Georges de manière familière et c'est alors que Guy Georges va détailler tous ses crimes. Il dira qu'il a acheté un Opinel numéro 12, un Chatterton qui est un ruban adhésif isolant qui est utilisé habituellement pour isoler les fils électriques par exemple, merci Google, et il explique que pour son premier meurtre, il était en train de finir sa bière à la terrasse d'un bar et il voit passer Pascal Escarfaille, une jolie blonde sur laquelle il flash. Il décide de la suivre, elle compose le code de son immeuble et rentre dans le bâtiment. Comme l'avaient soupçonné les enquêteurs des années plus tôt, Guy Georges a pu rentrer car la porte s'est refermée lentement. Il monte derrière elle et la braque avec son Opinel avant de rester des heures avec elle. Même si cette dernière était nue et ligotée, elle réussira à lui donner un coup de pied, ce qui l'énervera. La victime avait été retrouvée la bouche ouverte mais avec des traces de sparadrap sur la bouche, ce qui a fait se questionner le policier en disant mais qu'est-ce qu'elle a pu dire avant de mourir. Donc Guy Georges lui répondra qu'en effet elle avait du sparadrap à la base sur la bouche mais qui s'était détaché, qu'elle le regarda et qu'elle lui a dit mais qu'est-ce que tu fais, tu me tues? Ce qui forcément choquera le policier d'avoir entendu les derniers mots d'une victime dites par son tueur. Ensuite, Francis Bécher demandera à Guy Georges ce qu'il a fait après le meurtre, et Guy Georges répondra qu'il est allé se laver les mains à l'évier de la cuisine, qu'il a vu qu'en dessous il y avait des bières, il en a attrapé 2, en a bu une, et a emporté l'autre en partant. Il avouera ensuite pour toutes celles tuées à leur domicile, mais maintenant reste plus qu'à avouer pour celles tuées dans les parkings, mais malheureusement il n'avouera pas pour celle-ci. Le 28 mai 1998, il se fait de nouveau interroger par le juge d'instruction Thiel, un interrogatoire qui durera près de 8 heures, dans lequel il dira «
Les victimes, je n'en connaissais aucune. Je n'en avais vu aucune auparavant. Je n'ai jamais exercé de surveillance sur l'une d'elles. En général, je les croisais. C'était de l'ordre de la minute, même pas. Il niera donc toute préméditation et il dira même que, en général, c'était par pulsion et que dès les matins où il ressentait cette pulsion de tuer, il prenait son matériel. Son procès verbal fera 95 pages dans lesquelles il explique en détail les viols et les meurtres qu'il a commis sur 5 femmes entre 91 et 97 et il assure devant le juge « J'affirme que je n'ai pas commis d'autres faits que ceux sur lesquels je viens de m'expliquer et donc n'assumera pas les 2 autres meurtres qu'il a commis de ses mains dans les parkings. » Il contestera toute tentative d'agression envers Elisabeth Ortega et pour l'instant le juge-t-il, il a simplement les témoignages de ses anciens compagnons de squat avec qui il avait passé une partie de sa jeunesse et de sa mère nourricière qui, pour cette dernière, dira « Je ne connais pas la mère, je sais uniquement qu'elle est française et que son nom de jeune fille est Rampillon. L'assistante sociale m'avait dit que le père est noir américain. Guy m'avait dit qu'il avait pris contact à sa majorité avec son grand-père. Il est retraité de l'armée. Par Guy également, je sais qu'il a un frère blanc, peut-être prénommé Stéphane, qui a été élevé par sa vraie famille. Le grand-père a refusé Guy parce qu'il était noir. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de la santé et selon ses avocats, Guy Georges vit la prison avec sérénité, convaincu qu'il y resterait une partie de sa vie. Une synthèse du parcours de Guy Georges dans Paris sera réalisée par le commandant de police de la brigade criminelle Christian Pellegrin à la demande de Monsieur Thiel avec ses domiciliations, les agressions qu'il avait commises et celles qu'il pouvait avoir commises et les lieux où il avait travaillé. Et c'est après avoir regroupé toutes ces informations que le 17 novembre 1998, 8 mois après son arrestation, que Guy Georges est extrait de sa prison afin d'être interrogé sur le meurtre de Catherine Rocher et de Elsa Benadi, les victimes des parkings. Il sera interrogé par les mêmes personnes qui l'ont interrogé 3 ans auparavant sur ces mêmes meurtres. L'audition durera plusieurs heures dans lesquelles Guy Georges niera toute implication puisque de toute façon, pour ces 2 meurtres, il n'y a aucune preuve contre lui. C'est alors que le capitaine Michel Villefort tente de l'amadouer sur le fait de l'amour qu'une mère peut éprouver pour son fils et que sa mère adoptive a vu tout ce qui s'était passé dans la presse et souffre de ça. Que même si les médias le qualifiaient de monstre, que derrière ça, il y avait encore le jeune Guy Georges dont sa mère adoptive évoquait et que du coup il devrait dire la vérité pour montrer qu'il n'est pas ce monstre au fond. Et du coup il dira « Oui c'est moi » et il dira aussi « Je reconnais être l'auteur de meurtres commis sur mademoiselle Catherine Rocher. Je ne souhaite pas en dire plus pour l'instant, j'ai besoin de réfléchir, mais je pense être en mesure de m'expliquer de manière circonstanciée sur cette affaire dans un délai de 48 heures. Mais il ne signera rien, ce qui veut dire que ses aveux ne valent rien. Et voilà que les 48 heures viennent de s'écouler, il est temps de reprendre là où ça s'était arrêté, et Guy Georges dira « Je ne te dirai rien, je veux rentrer en prison ». Puis éclate de rire et dit « Mais non, mais pas du tout, je vais te dire ». Et il expliquera l'agression dont a été victime Catherine Rocher et avoue l'assassinat de Elsa Benadi et signe. Le 26 décembre de l'année 2000, Guy Georges tente de s'évader de prison quelques mois avant son procès en compagnie de 2 autres détenus. Il s'était pourtant mis à l'isolement en sciant les barreaux de sa cellule. Pour ça, ils avaient utilisé des barreaux de chaise, un drap noué et des lames, mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur une ronde de nuit. Cette tentative sera classée sans suite par le parquet de Paris le jour de cette date tragique du 11 septembre 2001. Son procès débute le 19 mars 2001. Il sera représenté par l'avocat Alex Ursulé qui demandera à son ex-épouse Frédéric Pont de l'assister dans ce procès. Le dossier du tueur sera présenté comme un homme injustement accusé de par le fait des indices qui ne correspondent pas à Guy Georges, comme par exemple ses empreintes palmaires qui n'ont jamais été retrouvées pour certains meurtres, l'empreinte de pied égyptien, qui en réalité est un pied grec, mais pour rappel, les enquêteurs s'étaient trompés sur l'appellation de cette forme de pied, et le portrait robot qui n'était pas celui de Guy Georges. Son avocat Alex Ursulé est convaincu de l'innocence de Guy Georges et essaiera de le prouver durant l'audience, car le tueur leur a dit qu'il était innocent et niera tout durant ce premier jour. Durant ce deuxième jour de procès, Guy Georges campe sur ses positions et affirme ne pas avoir tué. Et les enquêteurs ne comprennent pas puisque pourtant, lors des interrogatoires, il avait bien avoué, il avait même dit vouloir prétexter soulager sa conscience. Et pour Catherine Rocher, il avait pourtant bien dit « Je suis bien l'auteur de cette agression ». Et pareil pour Pascal Escarfaille et Magali Sirotti, alors que pour ces 2 victimes-là, il n'y avait même pas de trace ADN. Guy
Guy Georges dira que son arrestation a été violente et que lorsqu'il a été amené au 36 quai des Orfèvres, il aurait reçu un coup et qu'il aurait avoué les meurtres qu'il n'avait pas commis sans la présence de son avocat et sans présence de caméra dans la salle d'interrogatoire lors de sa garde à vue, même si à l'époque c'était pas filmé, et que du coup il aurait avoué sous la pression des enquêteurs, mais Martine Monteil dira que non, il a jamais reçu de coup, que le seul moment où il s'est blessé, c'est lors de son interpellation où il s'est légèrement blessé à la tête. Jeanne Morin, qui l'avait recueilli plus jeune, est appelée à la barre pour témoigner sur l'enfance de Guy Georges et expliquer pourquoi elle l'avait rejeté. Et c'est là qu'elle expliquera qu'il avait agressé 2 de ses sœurs de lait et que du coup elle a eu le déclic et elle a préféré appeler l'assistante sociale pour venir récupérer Guy Georges. Guy Georges n'est pas insensible à la présence de cette femme et lui dira même « Maman, je voudrais te dire, moi je t'aime ». Et Madame Morin se retourna vers lui en lui disant « Moi aussi je t'aime, mais maintenant mon cœur se vide ». Et le visage de Guy Georges se décomposera après avoir entendu ces mots. Durant ce 5e jour de procès, tout bascule. L'avocate de la famille Escarfile, Solange Doumic, va changer le cours de ce procès et va faire en sorte que Guy Georges se trahisse et avoue tout. Elle dira « Guy Georges, vous avez entendu tout à l'heure l'expert en découpe de vêtements qui explique que le couteau qui a découpé les vêtements a été tenu par un gaucher. Et vous nous avez dit que vous étiez droitier, c'est bien ça ?» Guy Georges répond oui, mais l'avocate ne va pas le lâcher et dira « Guy Georges, vous êtes sûr que vous êtes droitier? Ça ne vous arrive jamais de faire des choses avec la main gauche ?» Ce à quoi elle répond non et elle rétorque « Guy Georges, j'insiste, vous faites tout avec votre main droite. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous servait des 2 mains. Vous n'êtes pas ambidextre. » Il répondra de nouveau non, et c'est là que maître Solange Doumic abat son coup de maître en disant « Alors Guy Georges, moi ça m'étonne, parce que vous voyez, j'ai bien regardé. Et quand on vous tend les photos, c'est vrai, vous les prenez avec la main droite. Mais quand vous les faites défiler devant vous, vous les faites défiler comme ça, avec la main gauche. Et le micro, vous le bougez avec la main gauche. Alors ?» Il la regarde donc et dit « Non mais c'est parce que c'est normal, les photos, le micro, mais... » « Mais quoi, Guy Georges? Quand vous frappez, c'est avec la main droite ?» Il répond oui. « Et quand vous frappez avec un couteau, c'est avec la main droite ?» Et Guy Georges dira oui. Il s'en rendra compte immédiatement de ce qu'il vient de faire et fusillera du regard l'avocate de la famille Escarfile. Après que Guy Georges se soit rassis, il se lèvera de nouveau violemment et hurla en pointant du doigt Solange Doumic. « C'est elle! Elle m'a eu! Elle m'a piégé! Pour elle, c'est un jeu !» Ce à quoi l'avocate répondra « C'est pas un jeu, monsieur Guy Georges. Il y a trop de souffrance, il y a trop de douleur ici. Ce n'est pas un jeu, mais je considère comme un aveu ces 15 secondes vous avez eu l'air de dire « je te tue ». L'avocate de Guy Georges fondra en larmes. Guy Georges a complètement changé comparé à ses 4 premiers jours d'audience. D'ailleurs, l'audience sera suspendue car si les avocats de l'accusation continuent de lui poser des questions, il ne parlerait plus et viendrait même plus à son procès. Mon père est arrivé en spin en disant « Vite, vite, j'ai des glaces, faut les mettre au congélo, vite, 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 tu peux en prendre une si tu veux. » Oh bah faut pas me le dire 2 fois. Mais lors de ce 6e jour de procès, Guy Georges refusera de se présenter à l'audience. En soi, il est dans ses droits, mais le président du tribunal judiciaire ordonnera son extraction de force de sa prison pour qu'il se présente. Bien évidemment, Guy Georges n'est pas très heureux de se retrouver de nouveau là. Le président demandera à Guy Georges s'il est prêt à dire des choses aux familles des victimes, ce à quoi Guy Georges répondra « Non mais pas maintenant, je parlerai aux familles, mais pas dans ce cadre-là, parce que moi la justice, je lui pisse dessus. » Elisabeth Ortega, qui pour rappel était l'une des victimes survivantes, se présentera au procès. L'avocate Guy Georges, Alex Ursulé, demandera à son client de dire si oui ou non il a agressé Elisabeth Ortega, ce à quoi il répondra d'un ton bas « oui ». Il lui demandera ensuite s'il a tué Pascal Escarfile, qui répondra de nouveau « oui ». De même pour Catherine Rocher et les autres victimes auxquelles Guy Georges répondra « oui ». La mère de Catherine Rocher, Liliane Rocher, lui dira sous le coup du soulagement « merci », ce à quoi le tueur répondra par un signe de tête. Guy Georges expliquera ensuite que c'est dû à l'énergie que dégageaient ces jeunes femmes qu'il croisait dans la rue qui l'attiraient. On passe directement au 13e jour, l'avocate de Guy Georges plaidera et s'adressera directement à son client en disant ces mots. « Je voudrais vous dire que si vous êtes psychopathe, vous n'êtes pas né psychopathe. On ne naît pas psychopathe, on le devient. Alors le verdict qui va tomber est sans surprise et je ne sais pas ce que sera votre demain. Votre demain sera nouveau, mais votre demain, c'est à vous de l'inventer. »
Avant d'être condamné, Guy Georges va surprendre la salle. Celle qui habituellement pose les questions va se retrouver confrontée à des tonnes de questions de la part du tueur de l'Est parisien qui les avait listées sur un papier, comme par exemple « Pourquoi on a changé mon nom quand j'étais petit ?» Pourquoi on n'a jamais voulu m'expliquer pourquoi on a changé mon lieu de naissance? Pourquoi on a dit que j'étais homosexuelle alors que je ne l'étais pas? Le 5 avril 2001, le verdict tombe. Le meurtrier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans, et les 3 années qu'il a passées derrière les barreaux depuis son arrestation est décompté de sa peine, ce qui veut dire qu'il est éligible à la libération conditionnelle depuis mars 2020. Mais Guy Georges n'en a jamais fait la demande, il avait même déclaré durant son procès « Je vais m'infliger une peine, je ne sortirai jamais de prison, vous serez tranquille ». En revanche, il n'expliquera jamais ses gestes infligés aux victimes, donc à ce jour, les familles des victimes restent sans réponse. Il leur demandera pourtant pardon, mais la mère d'Hélène Fricking n'acceptera pas ses excuses et décidera de lui envoyer une lettre auquel il répondra à son grand étonnement. Il est incarcéré à la maison centrale d'Ansisheim, dans le Haut-Rhin. Cet établissement pénitentiaire a d'ailleurs connu pas mal de détenus célèbres tels que Michel Fourniret, Pierre Baudin, Émile Louis, Nordal Lelandais ou encore Jonathan Daval, mais qu'on parlera un petit peu plus tard dans la vidéo de celui-ci. Guy Georges a échangé de nombreux courriers avec des jeunes femmes, notamment il y avait une étudiante en droit qui ira même le rendre visite régulièrement au parloir et tombera sous son charme, lequel. Et plus récemment, en 2019, c'est une étudiante en cinéma qu'il fréquentera. À ce moment-là, Guy Georges, il est âgé de 57 ans. Bon, c'est qu'un détail, l'âge, mais je voulais quand même le préciser. Apparemment, il aurait même eu plusieurs fiancées depuis son incarcération. Je vous avais dit qu'on parlerait un petit peu plus tard dans la vidéo de Jonathan Daval. Bah, on va en parler là. Bon, je vous ai dit ça il y a quelques secondes, mais bon, on va en parler quand même. En début de cette année, la mère de l'un des détenus, se trouvant dans la même prison que Guy Georges, qui n'est autre que Jonathan Daval, vous avez compris, a évoqué le fait que, je cite, « Il vient nous dire bonjour, il est très gentil, très poli, il a sûrement changé en prison, parce qu'ils changent tous là-bas, ils redeviennent calmes. » Oui, bah c'est pour ça qu'il n'existe aucun récidiviste. Hein. Elle a ajouté aussi que Guy Georges et son fils s'entendaient vraiment très bien. Il aurait également tissé des liens avec le célèbre tueur en série Émile Louis, bon, lorsqu'il était encore vivant, bien sûr, parce que maintenant il est... D'après un surveillant pénitentiaire qui affirme, je cite, « On voit des scènes de vie quotidienne étonnantes comme une partie de pétanque entre Guy Georges et Émile Louis dans la cour de la prison. » Et voilà, c'était l'affaire Guy Georges. Je sais pas si vous la connaissiez déjà, mais je me dis d'un autre côté, je pense quand même, parce que vu que c'était l'un des tueurs en série les plus connus en France, et d'ailleurs en plus c'était le premier serial killer dont on avait l'ADN, c'est d'ailleurs depuis cette affaire que la France possède maintenant un fichier centralisé d'empreintes génétiques qui a permis à ce jour de résoudre une centaine d'affaires. Toutes nos pensées vont bien évidemment aux victimes et aux familles des victimes. Et concernant ma vidéo, si vous avez des conseils, vu que c'était ma toute première affaire criminelle en vidéo YouTube, si vous avez des conseils et tout à me donner pour m'améliorer, etc., dites-les dans les commentaires. Bon, même si vous n'allez pas être très nombreux à regarder cette vidéo, hein, je viens de commencer entre guillemets. Mais bon, si vous avez des conseils, ils sont les bienvenus. Vous pouvez la liker aussi la vidéo, enfin, vous abonner, tout le blabla, hein, pour l'algorithme, vous connaissez. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et on va un peu rebondir sur celle-ci, donc Nathalie David, une victime oubliée, vous allez comprendre. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain et les autres vendredis pour de nouvelles affaires criminelles. Bisous!